J'ai déjà dit, moi, j'ai commencé à m'intéresser lourdement à ce problème-là, la fois où j'ai entendu à la radio que, OK, on ne le nommera pas, mais il s'appelle André Sachs, qui venait d'avoir le prix Bordua et qui disait que depuis sa sortie de l'École des Beaux-Arts en 1961, parce que je l'ai connu à ce moment-là, jusqu'à 1991, il avait eu des bourses à toutes les années. Il n'avait jamais manqué une seule année. Il y en avait eu à toutes les années. Donc, avoir des bourses pendant 30 ans, pour quelle raison? Je veux dire, pourquoi quelqu'un aurait des bourses pendant 30 ans? Surtout que, ben, je sais pas si c'est un nom archi connu ou super célèbre, peut-être, mais s'il est archi connu et super célèbre, il n'y a pas besoin de bourse. Et il y a comme quelque chose de contradictoire de savoir que quelqu'un a des bourses pendant 30 ans pour faire de la recherche et de la création. Ah bon? Mais les 279 autres qui ont commencé en même temps que toi, ils sont où? Ah ben là. Donc c'est ça, je dis, ça c'est pas correct. D'avoir une bourse, puis ensuite, oui, une deuxième occasion de développer sa carrière, puis après, ben, je veux dire, s'il veut participer à des concours ou n'importe quoi, peut-être, là, c'est possible, mais pas répéter à l'infini. Et pas jouer à des échanges. C'est fou ce qu'il y a comme échange maintenant. Je veux dire, si quelqu'un veut fait partie d'un groupe pour exposer à Saint-Glinglin en Belgique, on va y payer l'avion, puis le transport pour qu'il aille. Puis ensuite, évidemment, l'année d'après, celui qui était à Saint-Glinglin, qui a organisé le truc, lui, il va venir à Montréal. On va y payer aussi le transport. Puis tu sais, il y a comme une espèce de monde un peu souterrain là-dedans que peu de gens connaissent. Mais c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent à répétition. Arrière, va des rétros Satanas. Je sais pas, je pense on vient au monde un peu comme ça. C'est-à-dire que même quand j'étais petit, j'ai des souvenirs de 8 ou 9 ans ou 10 ans où je fabriquais des choses, je dessinais des choses, J'avais l'impression que quand j'étais dans la classe, que j'étais pas dans la classe. J'étais dans la classe, mais je regardais par la fenêtre, puis ensuite je dessinais sur un petit bout de papier, la plupart du temps. On appelle ça être dans la lune. Mais je veux dire, c'est pas de mauvaise place pour un artiste, la lune. C'est-à-dire qu'à quelque part, tu te fabriques une réalité qui n'est pas celle qui est à l'extérieur. Et ça, tu commences petit, puis graduellement, ben, tu t'aperçois que tu en fais de plus en plus, que tu as un goût, que tu as des occasions, des voisins, des amis, des choses que tu lis, que tu vois à la télévision, puis tu développes graduellement non seulement ce goût-là, mais ça te limite, c'est-à-dire que tu te vois pas aller ailleurs que là-dedans. Alors là, évidemment, t'as pas 50 possibilités. Il y a des écoles d'art, des choses du genre. Aujourd'hui, on va chercher un doctorat, mais à l'époque, c'était pas ça. À l'époque, tu rentrais à l'école des beaux-arts, ou des fois aux arts appliqués, aux arts décoratifs, ça pouvait avoir différents noms. Et puis, ben, tu apprenais à fabriquer des choses, à faire des choses, à créer des choses.
Et seulement au bout de 3 ou 4 ans de cet apprentissage-là, quand c'est pas 5 ans ou 6, je veux dire, à un moment donné, tu dis, bon, ben oui, OK, mais on mange avec quoi? Alors là, évidemment, ça prend... Soit tu développes une carrière si tu es vraiment très doué pour le commerce, ou tu prends un deuxième métier. Tu peux être prof d'art plastique, travailler à Radio-Canada, à l'ONF ou à des choses un petit peu parallèles à la pratique d'un métier d'art. Puis graduellement, les choses se développent du mieux que tu peux. On essaye d'en vivre, mais c'est presque impossible à moins d'être un excellent vendeur de carrière. C'est-à-dire, ça dépend pas de ce que tu fais, ça dépend de ta capacité d'arriver à clientéliser à quelque part, soit des individus, des compagnies, le gouvernement, et ainsi de suite. Mais au départ, c'est quand même... Au départ, c'est des systèmes qui aident à soutenir les gens qui en ont besoin. C'est-à-dire que le plus ancien que je connais, c'est un programme qui avait été mis sur pied pendant la crise économique des années 30 par le gouvernement Roosevelt aux États-Unis. Je me souviens plus exactement, c'est Work in Progress que ça s'appelait, voilà. Et ça encourageait les artistes à faire des projets d'art public dans des hôpitaux, dans des écoles, dans des universités, etc. Et c'était pour soutenir les artistes et en même temps pour développer une connaissance des arts dans la population. Et ça devait être des projets qui étaient accessibles. C'est-à-dire un petit peu à la suite de ce qui s'était passé au Mexique à peu près dans la même époque, à quelque part, avec des programmes publics. À côté de ça, un peu en parallèle, mais mettons principalement à ma connaissance à partir d'Angleterre, il y a eu des programmes pour soutenir les artistes dans leur création, leur créativité, faire de la peinture qui pourra être mise en marché. On est en Angleterre. Donc la combinaison de ces choses-là a amené ici en 57-58 la création du Conseil des arts du Canada, qui lui était fait pour que les artistes puissent être soutenus pour une mise en marché chez les marchands d'art privé. Je me souviens d'avoir lu des témoignages de Pellan, de Tonnancour et les gens de cette génération-là, qui, eux, suggéraient que le Conseil des arts accorde de l'argent à des marchands autant qu'à des artistes pour qu'il puisse y avoir des expositions dans les galeries d'Ontario, du Québec, de l'Ouest, Saskatchewan et compagnie. Là. Là, on parle du Canada, du Québec. C'est ça. Autrement dit, d'encourager le commerce des arts. Le mot commerce, c'est pas sale, c'est pas du poison, là. Alors que graduellement, ce qui est arrivé, c'est que finalement, il y a eu des achats qui ont été faits par le gouvernement pour garnir nos musées qui étaient un peu vides. Et ensuite pour fournir des décorations dans les bureaux gouvernementaux. Et là, les choses se sont empilées assez rapidement. Évidemment, un peu comme en concurrence de ce qui se passait un peu à la même époque, j'allais dire aux États-Unis, mais principalement à New York. Là, je veux dire. Donc, il y avait comme un côté aussi, une concurrence de ce côté-là. Et graduellement, les choses se sont empilées parce que tous les gouvernements, mettons le gouvernement du Québec, à un moment donné, à partir du gouvernement Lesage, avec M. Lapalme et compagnie, ont dit, ben oui, mais il faudrait faire aussi quelque chose culturellement. Et là, la machine s'est comme engraissée elle-même par l'intérieur. Mais au départ, c'était supposé être pour une mise en commerce, pour un encouragement à l'emploi que les artistes... Mais pour le public,
Pas les artistes pour les artistes. Ben, je pense que ça s'est passé un peu comme ça aussi, un peu partout. Pas dans tous les pays, mais mettons dans beaucoup. Quand on dit, par exemple, que la Banque d'œuvres du Canada est rendue à avoir 17 500 œuvres achetées, 17 000, c'est beaucoup, beaucoup. Mais en même temps, ben, je veux dire, on a eu aussi un peu la même... un équivalent aux États-Unis, mettons, pendant presque 30 ans. Quand quelqu'un achetait une peinture et qu'il la payait relativement cher pour la mettre dans son bureau d'assurance ou etc., 2 ans, 3 ans, 5 ans après, il pouvait la donner au Musée d'art de New York ou au Guggenheim ou n'importe quoi et obtenir un crédit d'impôt équivalent au prix qu'il avait payé. Alors la machine a grimpé très, très rapidement dans ce sens-là. Dans le sens où tu pouvais te faire une réputation de généreux donateur pour 0 sou, puisque, je veux dire, le prix que tu avais payé, tu l'obtenais en crédit d'impôt dans les années subséquentes. Autrement dit, c'était payé par le public, mais indirectement. Contrairement à chez nous, c'est payé directement. L'artiste empoche l'argent, fait la chose, et puis, bah, il la met dans son entrepôt. C'est ça. Mais, tout aussi simple que ça. À partir du moment où tu fouilles un peu puis que tu vois bien comment ça fonctionne, tu dis, ça marche pas. Moi, je n'ai jamais fait de demande particulière, mais je m'étais inscrit au programme des 1%, comme n'importe quel sculpteur, et puis j'ai eu 2 contrats. J'ai eu une 3e invitation, mais je ne l'ai pas obtenue. Les 2 que j'ai obtenus, quand j'ai su les années subséquentes, c'est-à-dire 2 ou 3 ou 4 ans après, tu peux aller voir qui était sur les comités de sélection. Et là, tu t'aperçois que les 2 années où ça a marché, c'est parce que les gens qui étaient sur le comité de sélection, ils te connaissaient. 3 sur 3. Alors tu dis, bon, OK. Donc, il faut que tu sois connu par les gens, parce que c'est des retours d'ascenseur aussi souvent. C'est-à-dire que quelque part, maintenant que je sais que monsieur ou madame Untel m'ont choisi pour avoir un contrat, si moi je suis sur un comité de sélection, je vais les choisir aussi, bien sûr. Retour. Puis quand tu regardes comme il faut, tu t'aperçois que c'est de même que ça marche. D'ailleurs, dans le livre, j'en parle à un moment donné, que les gens qui sont sur les comités de sélection pour donner les bourses, j'ai établi pour une dizaine d'entre eux en particulier ce qu'ils avaient obtenu 1 an ou 2 ans avant, puis ce qu'ils ont obtenu 1 an ou 2 ans après, avec les gens qui étaient sur les comités de sélection, qui les ont eux-mêmes choisis, puis hop, et ho, on joue à s'échanger des bons services. Le moindrement que tu fouilles, tu trouves ça. Et là, évidemment, il ne faut pas parler de ça. Si tu parles de ça et que tu l'écris dans un livre, bien évidemment, tu es très mal vu, ça va de soi. Je veux dire, après, tu es mort. Quand moi j'ai commencé, on était encore un peu dans la période qu'on appelle la Bohème, qu'on appelle Saint-Germain-des-Prés, qu'on l'appelle comme on voudra. Ça se passait dans des cafés, dans des petites galeries, dans des
dans des cabarets, et ainsi de suite. Alors que maintenant, on a l'impression que tout est en haute technologie, un peu, à quelque part. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'arrive même plus à définir c'est quoi le métier, là. Il y a des tas de multimédia de toutes les sortes, de toutes les couleurs, et beaucoup de... C'est-à-dire qu'à l'époque, mettons que le métier, c'était, comme disent les Américains, c'était du making. Et maintenant, le métier, c'est plus souvent du taking. C'est-à-dire que tu ramasses une image, une technique, quelque chose, tu le pèses un piton, puis ça le transforme en ceci ou en cela. Mais est-ce que c'est encore de la peinture, de la gravure, du dessin? Rarement. C'est des projections, ça se passe sur une scène, sur un mur extérieur, dans un spectacle, sur une grande place publique, et ainsi de suite. Moi, j'ai rien à voir avec ce métier-là, c'est-à-dire ce qui est devenu. C'est-à-dire qu'autrement dit, à l'époque, c'était à la fois travailler avec son œil et avec sa main. Comme disait une ancienne prof que j'ai eue qui s'appelait Mademoiselle Sénécal. C'est plus ça. Maintenant, c'est un œil. La main n'a plus rien à voir là-dedans. C'est-à-dire que on est à mille de ce qu'on peut appeler sculpter, modeler, tenir un pinceau. Même que maintenant, quand on montre un peintre à la télévision ou un peu n'importe où, vous remarquerez que c'est presque toujours quelqu'un qui garoche de la peinture à grands coups de puis ça revole partout. C'est comme un spectacle. Et non pas... Alors qu'au fond, faire de la peinture, c'est pas ça. D'abord parce que la peinture coûte cher, on la gaspille pas. Et puis ensuite, on l'applique, on recommence. C'est vrai qu'on efface. Mais on lance pas des chiots de peinture comme ça n'importe où, style Pollock. Là. Non, non, non. La réalité, c'est pas ça. Mais c'est sûr qu'au point de vue télévision, cinéma, un peintre, c'est comme ça. Ben, on est loin de la réalité, mais c'est ça. Le monde de l'art, le marché de l'art, c'est quelque chose qui est très localisé. C'est très... Tiens, mettons, tu peux même pas dire que c'était en France, c'était à Paris. Tu peux pas dire c'est aux États-Unis, c'est à New York. Autrement dit, tu peux aller d'une place à l'autre selon l'époque, c'est-à-dire tu peux passer de Paris à New York ou à Bâle, en Suisse, ou etc. Des endroits très précis où le commerce de l'art est installé. Maintenant, le commerce de l'art, c'est une chose. Je veux dire, la pratique de l'art, la diffusion plus ordinaire, c'est un peu partout. C'est un peu partout la même chose. C'est ça, c'est peut-être aussi un peu troublant, c'est-à-dire de voir que finalement, que tu sois à Londres, à Francfort, à Montréal ou à Los Angeles, veut dire finalement, ce qui est produit, l'image qui en sort, est à peu près la même. Elle est universelle un peu d'une certaine façon, ce qui n'était pas le cas il y a 40 ou 50 ans. C'est-à-dire que, mettons que l'art soviétique n'était pas l'art de Paris. Pas du tout, par exemple. Alors que là, maintenant, je veux dire, un des plus gros marchés et des plus gros producteurs actuellement, c'est la Chine. C'est très récent, depuis, mettons, 10 ou 12 ans, un peu à quelque part. Les choses les plus chères, les choses les plus répandues chez les collectionneurs, c'est des artistes chinois dont on ne connaît même pas tout à fait le nom parce qu'on a de la difficulté à les identifier, parce que c'est trop récent. Et c'est de l'art contemporain, c'est-à-dire un peu comme le même qui est fait à San Francisco ou n'importe où, mais il est chinois. Et comme les Chinois ont de l'argent, ben, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire quand l'art américain a dominé à partir des années 50, c'est parce que les acheteurs, les clients, c'était des Américains. Et à un moment donné, ils ont décidé que c'est pas la peine de l'acheter à Paris, qu'on peut acheter à New York, ça fait pareil, c'est parfait. Maintenant, c'est les Chinois. Donc, à quelque part, est-ce qu'on peut comparer une époque à une autre époque, un endroit à un autre endroit? Oui et non, parce que c'est du pareil au même. Tu sais, c'est un peu comme pour la musique populaire. En autant que ça fait boum boum puis c'est en anglais, c'est correct. N'importe où, n'importe comment.
Il n'y a pas très longtemps, il y a 15 ou 20 ans, mettons, les choses anciennes pouvaient avoir une grosse valeur. Par le simple fait qu'elles étaient anciennes et évidemment toujours avec une signature. C'est-à-dire une peinture d'un peintre italien du 16e siècle qui a fait une grande peinture, mais qui n'est pas connue, ça ne s'est jamais vendu cher, parce que c'est toujours la signature qui compte. Je veux dire, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Mais maintenant, il semble que les peintures anciennes, à moins que ce soit des très grands noms, c'est-à-dire si vous arrivez avec un Michel-Ange ou Léonard de Vinci, c'est différent. Mais je veux dire, il y a des centaines de peintres italiens, particulièrement du 16e ou du 17e siècle, je veux dire, qui étaient un peu universels. Ils avaient des contrats partout, je veux dire, que ce soit en Russie, en Allemagne, en France, en Angleterre, etc. Mais c'est pas nécessairement des grands noms. Ça ne se vend plus. Ça, il n'y a personne qui en veut. Et ce qui est peut-être plus troublant, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le fait que il y a des choses qui sont, mettons, relativement récentes, depuis 20, 30 ou 40 ans, mais avec un nom archi connu, on peut parler de Warhol et compagnie, là, qui vont se vendre très, très cher parce que c'est Warhol, parce que c'est Francis Bacon, c'est-à-dire des noms qui, dans le monde de l'art, sont très connus et qui atteignent des sommets qui sont scandaleux. Je veux dire, on peut pas, il n'y a aucune raison de payer 170 millions pour une peinture, c'est honteux. Ou le Gauguin. Je veux dire, on peut bien acheter un château ou un palais ou je ne sais pas quoi pour ce prix-là, mais pas une peinture. Sinon que peut-être que finalement, celui qui achète la peinture à ce prix-là, peut-être qu'il y en a 3, 4 ou 5 autres dans son garde-robe, puis quand il va vouloir les vendre, il va obtenir un prix super concurrentiel. Je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de manipulation là-dedans, comme dans tout le monde humanitaire où il y a de l'argent. Que ce soit au niveau de la bourse, des achats de compagnie, des produits, n'importe quoi. Quand il y a des gros montants, il faut peut-être toujours aller voir en dessous c'est quoi la vraie raison pour laquelle ça atteint des prix semblables. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne comprend plus. Je veux dire, aujourd'hui, 1 million, c'est rien. Au niveau commercial ou industriel, c'est des milliards ou rien. 2 milliards, 4 milliards, 80 milliards, tu sais, puis les compagnies qui s'achètent l'une l'autre. C'est le même univers dans le monde de l'art. Mais les pratiques sont souterraines, sont cachées. On ne comprend plus rien. Là. Ça n'a plus rien à voir avec le monde de l'art. Bon, oui, puis on a l'impression de revenir un peu à une espèce de mondanité, d'aristocratie à l'ancienne, un peu. C'est-à-dire qu'on se gonfle avec de l'argent. On se fait un nom, une célébrité historique, et ainsi de suite. Ça n'a plus grand-chose à voir avec les arts et les artistes. Non, 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 non. Surtout que le fond du problème, en réalité, c'est que des artistes, il y en a trop. C'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est sûr que si, juste ici au Canada, s'il sort 3000 artistes par année des écoles d'art, ben 3000, c'est beaucoup. Même s'il y en a juste 5 % qui survivent, ça en fait quand même pas mal au bout de 3, 4 ou 5 ans qui sont sur le marché. Ça en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par rapport à la petite population qu'on a. Alors, si on met ça à l'échelle américaine ou européenne ou chinoise, ça devient monstrueux. C'est des centaines de milliers d'artistes qui sont sur le marché. Ça se peut pas. Ça peut pas marcher. C'est ça. Il y en a trop. L'offre est trop abondante par rapport à la demande. C'est tout. Surtout que la demande peut être facilement comblée pour le monde ordinaire. Simplement par des reproductions, par exemple, qui sont devenues ultra faciles à faire. Je veux dire, avec les impressions numériques, etc. N'importe qui peut copier quelque chose, puis s'en imprimer un modèle, puis le mettre dans le cadre, puis le mettre sur le mur. Point. N'importe qui est capable de faire ça. Je pense qu'à un moment donné, tu finis par te trouver un peu choquant, un peu scandaleux de voir qu'il y a de plus en plus d'argent, et là je parle d'argent public particulièrement, qui est investi dans ces choses-là, sans que ça aboutisse au client, c'est-à-dire celui qui paye, c'est-à-dire le contribuable, un peu à quelque part.
il ne sait même pas de quoi on parle. Je veux dire, il n'est même pas au courant, en réalité, qu'il y a quand même, je sais pas moi, 10, 12, 15 ou 16 millions par année qui est dépensé là-dedans. Mais on ne sait pas où. On ne sait pas trop. Des fois, on en voit un petit peu, je veux dire, quand c'est un contrat d'art public. Mais autrement, je finis par trouver scandaleux que ce soit toujours les mêmes qui accumulent finalement une bourse, 2 bourses, 3 bourses, 4 bourses, 32 bourses, 42 bourses, tu veux dire, et ainsi de suite. Je veux dire, quand j'ai fait le livre, je me souviens de mon artiste, on va l'employer au masculin, mon artiste chouchou, avait déjà accumulé aux alentours de 650 000 $ de subventions en 25 ans. Et ça, c'est il y a 10 ans. Vérification faite plus récemment, elle est rendue à 1 200 000. Et personne ne sait de qui on parle. C'est quelqu'un qui n'est pas connu, mais pas connu du tout. Alors, évidemment, ça, évidemment, c'est le côté caricatural, là, puis je veux dire, il ne s'agit pas d'annuler l'aide de l'État aux artistes sous toutes sortes de formes, c'est pas ça. Mais d'éviter les abus, je pense qu'à quelque part, il y aurait moyen d'y arriver en étant tout simplement honnête. Honnête pour tout le monde, c'est-à-dire que de distribuer des fonds publics, oui, mais pas simplement parce que quelqu'un dit qu'il fait de la recherche créative. Oui, mais encore faut-il voir de quoi on parle, là. Et on le fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, toujours sur la même base. Et on la donne la 3e fois parce qu'il y en a eu une l'année d'avant ou les 2 l'année d'avant. Autrement dit, on donne des médailles parce qu'il y a eu des médailles avant. C'est un système un petit peu douteux, là, mais bon, c'est quand même le système le plus répandu. Je veux dire, quelqu'un peut aller chercher des bourses pendant 30 ans, je veux dire, sans problème, en connaissant, en étant connu de ceux qui donnent les bourses. Jusqu'où on va soutenir des gens qui, finalement, se préoccupent pas du tout d'une clientèle, des gens qu'on appelle traditionnellement des amateurs d'art, mais ça finit que, finalement, c'est eux les amateurs, ils sont les présentateurs et les amateurs, et tu finis par être un peu exaspéré, c'est le bon mot, je dirais quelque part, de passer dans le vide tout le temps. C'est-à-dire, pire, je veux dire, tu te ramasses avec des espèces de farces pas comiques, là, je veux dire, la dernière étant les représentants du Canada, on les nommera pas, les représentants du Canada à la Biennale de Venise, qui présentent comme œuvre d'art majeure une installation, c'est-à-dire la reconstruction exacte d'un dépanneur, comme il y en a des milliers un peu partout, avec les chips, le Coca-Cola, la bière, la soupe. En quoi ça peut avoir un intérêt quelconque pour qui? C'est un décor de théâtre. Mais c'est même pas ni impressionnant, ni drôle, ni choquant, ni rien, c'est stupide. Je veux dire, comment ils peuvent se rendre jusqu'à représenter le Canada à la Biennale de Venise? Mais là, je veux dire, le monde est un peu à l'envers, parce que plus t'es choqué par ça, plus ça prouve que c'est des artistes. Tu sais, c'est comme le monde est à l'envers, un peu à quelque part. La pire chose qui puisse arriver maintenant à un artiste, c'est que les gens disent que ce qu'il a fait, c'est beau. Il n'y a rien de pire que de se faire dire « c'est beau ». C'est vraiment... c'est complètement foutu, là. Je veux dire, on s'en va où? Je comprends qu'il ne faut pas tomber non plus dans la mièvrerie, puis etc., dans les cabanes à sucre, puis je sais pas quoi. Mais je veux dire, ce qui peut t'arriver de pire, c'est de te faire dire que ce que tu as fait, c'est beau. C'est la catastrophe. T'es faite. Je veux dire... C'est un peu le monde à l'envers, mais je veux dire, c'est devenu le discours dominant, la vérité fondamentale, c'est ça. Il faut que ce soit, même pas surprenant ou étonnant, il faut que ce soit choquant,
ridicule. Donc, ça prouve que tu es un artiste. On va jusqu'où? Une fois, deux fois, ça va, mais là, ça commence à faire des milliers de fois que la chose se reproduit à partir de l'urinoir de Monsieur Chose, là. Je veux dire, tu sais, je veux dire... La robe en viande de Madame Chose. Ben, je veux dire, on n'en finit plus, puis d'autant plus que on répète à l'infini des choses qui, dès le départ, étaient fausses. Je veux dire, à quelque part, comme quand on parle des impressionnistes qui étaient rejetés, choquants, etc. Puis j'en parle un peu dans le livre à l'époque, là. Je veux dire, tu sais, sur les 19 critiques, ben, il y en avait quand même 9 qui étaient positives ou très positives. Il y en avait 5 qui étaient neutres pour dire que c'était à telle adresse, à telle date, etc. Puis dans les 5 qui restent, ben, il y en a 2 qui étaient négatives, puis 3 qui étaient très négatives. Alors, je veux dire, 3 très négatives sur 19 critiques, est-ce que c'est vraiment la catastrophe? D'autant plus qu'à l'époque, c'était courant, je veux dire, de faire des analyses journalistiques avec des mots vraiment tragicomiques. C'était vrai aussi à l'inverse. Je veux dire, ça se disait aussi avec les mêmes mots pour les peintres académiques, comme on dit. Alors, on s'est habitué à cracher. À cracher dans la soupe, à cracher partout, parce que cracher, c'est une preuve que tu as non seulement du talent, mais du génie. Plus tu craches gros, plus tu es génial. Bon. C'est sûr qu'on finit par être usé de ça. Puis usé, c'est pas le bon mot. Je disais tantôt exaspéré, quant à moi, je suis rendu là. Mais tu parles un peu aussi, en fait, à la lecture du livre, on se rend compte que tu vas comme donner comme référence le refus global, quand tu dis que le refus avait proclamé l'art sans contrainte. C'est ce qui est arrivé finalement, mais en fin de compte, les gens se sont mis à ne faire que ça. Donc, qu'est-ce que tu penses maintenant du refus global, un livre comme le refus global? Qu'est-ce que tu crois qu'il y a encore à apporter? Je t'avoue que personnellement, actuellement, quand on lit ce texte-là, ça vole pas très haut, un peu, à quelque part. Je veux dire, c'est sûr qu'en même temps, il faut surtout regarder le décor, c'est-à-dire dans quelle époque on est, dans quel terrain on est, parce qu'on n'aurait pas pu écrire le refus global, je veux dire, à Paris, à Londres, à Rome, ou je sais pas quoi, je veux dire. Sauf qu'ici, on sentait qu'il y avait une contrainte forte de l'Église dans la culture. Mais quand on parle d'art, c'est quand même pas la même chose. Je veux dire, à quelque part, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu une mésentente aussi profonde entre le groupe de Pellan et compagnie, puis le groupe de Bordua. Je veux dire, refus global, ça veut plus dire grand-chose. C'est hors contexte. Ça a déjà été quelque chose d'important à une époque. On l'a glorifié, on l'a gonflé un peu à quelque part, mais finalement, même Bordua lui-même, quand ensuite il est parti pour aller à Cape Cod, à New York, puis ensuite à Paris, il a bien vu qu'il n'était pas grand-chose, qu'il n'arrivait pas à trouver son terrain, puis que finalement, ce qu'il faisait ou ce que ses petits copains faisaient, ben, ils s'en faisaient un peu partout, que ça n'avait rien d'exceptionnel. Je veux dire, même pas le discours, parce que si on regarde le discours des surréalistes ou je sais pas quoi, Breton et compagnie, je veux dire, des années 30, on est quand même assez loin d'avance, là. Je veux dire, et encore, on pourrait aller beaucoup plus loin que ça en fouillant du côté, je sais pas moi, des futuristes, par exemple, ou des Russes suprématistes, tout ce que tu veux. Je veux dire, on est loin avant, puis avec toujours aussi le désir de choquer un peu, ou de choquer plus. C'était déjà là, je veux dire, alors, refus global. Refus ce que tu veux, mon gars, c'est pas grave. Principalement, c'est parce que les formes d'art se sont éloignées de plus en plus éloignées. Quand je dis les formes d'art, je parle de formes d'art accessibles. C'est-à-dire, si c'est de l'art qu'on pourrait appeler de l'art savant, pour initier seulement, ben forcément, la clientèle, c'est-à-dire ceux que ça intéresse, ben, ils vont diminuer en nombre, ça va de soi avec le temps.
Et plus on allonge le temps où les gens sont éloignés, ben, plus la chose disparaît. C'est normal. Je veux dire, c'est un peu, on a un peu la même chose, mettons, avec la musique, par exemple. Évidemment, la musique classique, c'est pas tout le monde qui écoutait ça avant, mais elle était accessible. Alors que maintenant, on connaît plus presque aucun compositeur de musique actuel depuis 40, 50 ans, exactement pour la même raison. C'est de la musique pour les musiciens. Alors que maintenant, l'art, c'est pour les gens qui en font, pour les gens qui en vivent, qui l'organisent. L'art est devenu, comme je disais, universitaire, donc ça intéresse quelques universitaires, pas tous. Donc, à quelque part, mais en même temps, assez curieusement, les budgets accordés augmentent, les espaces accordés augmentent, malgré la baisse d'intérêt d'un public. Il y en a un public, mais c'est toujours le même. C'est-à-dire qu'à quelque part, si vous organisez un spectacle de danse contemporaine, vous risquez que la moitié de la salle soit remplie par des gens qui travaillent dans la danse contemporaine. Alors, c'est un peu la même chose en art. Je veux dire, à quelque part, c'est en milieu fermé, c'est en cercle. C'est comme dans le monde de la finance ou des assurances ou je sais pas quoi. C'est-à-dire que les systèmes deviennent tellement complexes qu'à quelque part, il faut que les gens soient du milieu pour comprendre comment ça marche et s'y intéresser, se parler entre eux. Les autres, ben, ils ont juste à avoir confiance. Comme les curés du temps jadis, Monseigneur, son éminence, sa sainteté, etc. C'est pareil. C'est un milieu fermé. Je me répète, mais c'est ça. Hélas. Ben, si vous voulez vraiment décorer le Mont-Royal avec quelque chose de nouveau, pourquoi ça? Pourquoi 27 cailloux à 120 000 $ chacun? Sur une montagne de cailloux, déjà. Ben, sur le Mont-Royal, vous avez juste à enlever la croix de 1942, là, qui faisait pour le 300e anniversaire de Montréal. La croix, elle est installée là. Tu l'enlèves, puis là, tu mets 3 belles grosses roues comme il y a sur la rue Pineuf. BGL, 3 belles grosses. Ça va te coûter le même prix. La roue, elle a coûté 1,5 million. Mais Alors, c'est là, pas 1%. C'est pas non, je comprends, mais je veux dire, c'est le même prix. Je veux dire, si la roue a coûté 1,5 million, là, pour 3,5 millions, tu vas avoir 3 roues que tu peux mettre sur le Mont-Royal. Quoi, c'est beau, non? T'as-tu filmé ça? Ça se peut-tu? C'est tellement délirant, ben, je veux dire. À la limite, tu peux aimer une roue à quelque part, quelque chose qui va bouger, je sais pas quoi, mais ça, là, c'est quoi? C'est un 1% de travaux de voirie. On va-tu payer 1% pour tous les travaux d'infrastructure qu'on va payer? Ça n'a vraiment pas de bon sens. Alors là, quand on revient aux 27 cailloux pour 3,5 millions, là, je veux dire, et comme dit le maire, ben, c'est correct, c'est de l'art. Oui, c'est de l'art. Il voulait dire de l'art. O-R. Il s'est trompé, quoi. Il y a juste une lettre de différence. C'est un peu dans la suite de ce qu'ils ont fait à Québec pour le 400e. C'est pour le 400e anniversaire de la Fondation de Québec. Le 1% principal qui a été donné, il y en a eu plusieurs, mais le 1% principal, évidemment, c'est M. Leschaises. Il s'appelle Goulet, en fait, M. Michel Goulet, qui a mis des chaises, des 1% avec des chaises un peu partout. Mais là, à Québec, quand même, comme c'était le 400e anniversaire, bien, le budget, c'était 400 000. Alors, pour 400 000, bien, il y a eu 40 chaises installées dans une allée, dans un parc, un peu à quelque part. 40 chaises en acier. Donc, ça fait 10 000 $ par chaise.
C'est des moulages, ça. C'est Oui, uniquement un moulage, là. oui, 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 avec évidemment sur chaque chaise, encore une fois, des inscriptions Poésie. historiques, poétiques, Oui, oui, oui. etc., soit sur le siège, soit sur le dossier. Mais 10 000 piastres par chaise. Il n'y en a pas déjà au Parc La Fontaine, Ah, de il y en ces a au Parc La chaises-là? Fontaine, Du même il y en a envergure? sur la place Roi, le Roi et Saint-André, là, je veux Oui, dire. oui, oui, Ah, puis il y en a eu d'autres, devant un théâtre, je sais pas lequel, là, je sais pas si c'est en tout cas, sur Saint-Denis, en tout cas, oh non, il y en a eu plusieurs, mais c'est des installations, mais qu'est-ce que veut dire une installation? oui. Tu sais, alors là, tu rentres dans tout le nouveau vocabulaire, je veux dire, de l'heure actuelle, un peu. Tu sais, mettons actuellement ce qu'on appelle une performance, par exemple. Là, je veux dire, quelque part, je veux dire, au début des années 60, ça n'existait pas, c'était des happenings. Tu sais, mais le mot happening fait un peu cheap, tandis que performance, ça a de la classe. Donc, tu changes le vocabulaire pour lui donner un peu de dignité, lui donner de la noblesse, lui donner de la classe. Mais au fond, c'est une banalité, mais je veux dire, c'est rendu en fait, tu peux plus discuter parce que ça fait presque 100 ans maintenant, tout le monde est un artiste. Autrement dit, n'importe qui est un artiste. Il suffit de dire je suis un artiste et puis il y en a un. Et puis il peut montrer quelque chose, n'importe quoi, il peut dire ceci est un objet d'art et ça devient un objet d'art. Non, en fait, c'est parce que quand je parlais de coupure tantôt, il ne s'agit pas de couper dans la culture, c'est pas de ça qu'est notre question. Il s'agit de couper dans tout ce qui est les subventions un petit peu en dessous de la table. Je veux dire, le système surtout qu'on appelle le jugement par les pairs. Tu sais, les pairs, c'est les égaux. Puis c'est évidemment un vieux vocabulaire aristocratique un peu à quelque part, qui déjà, quand on parle des pairs, nous place à une certaine hauteur. On est au-dessus des autres. Et on sera jugé, on sera évalué par nos égaux. Les pairs, c'est égal, hein? Je veux dire, on n'en sort pas. Je parle pas de couper je veux dire, le soutien aux institutions, etc. Encore qu'on pourrait discuter longtemps. Mais je veux dire, il n'est pas question de couper les subventions, je sais pas moi, pour les salles de concert, pour les salles de théâtre ou pour les musées. Il faut que ces institutions-là fonctionnent. Je veux dire, Mais le roulement interne serait à revoir, c'est-à-dire l'administration, les je sais choix. pas, tu dis, mais qu'on s'en serve un peu, puis assez curieusement. Aujourd'hui et hier, un peu à quelque part, il parlait le gouvernement veut mettre à vendre la bibliothèque Saint-Sulpice, ce qu'on appelait la bibliothèque Saint-Sulpice à l'époque sur la rue Saint-Denis, qui était une magnifique institution. Je veux dire, puis curieusement, l'idée qui m'est venue, c'est on pourrait peut-être s'en servir pour montrer les 1%, je veux dire, à quelque part, les reproduire, les catalogues, je sais pas, tu sais, sur des écrans, tu sais, parce qu'il y en a tellement, il y en a vraiment des milliers, les gens n'ont pas idée à quel point il y en a des 1%. Et à quelque part, il y a des gens en plus qui se taisent. En tout cas, moi, j'ai participé 3 fois à ce système-là, un peu à quelque part, puis j'ai vite compris que les architectes, par exemple, sont pas très favorables à ça. Ils ont comme pas le choix, c'est la loi, ils sont obligés. Et à quelque part, ils essaient que ce soit le plus modeste possible, le plus petit, le plus dans le coin possible, ou tu sais, en arrière du centre culturel plutôt qu'en avant. Puis leur dernière trouvaille, ça a été de pouvoir maintenant, je veux dire, commander des choses qui existent déjà, c'est-à-dire des peintures, par exemple, qui existent déjà et qu'on peut accrocher et ça devient le 1%. Parce que ça, l'avantage, c'est qu'au bout de 3 ans, 5 ans ou 6 ans, si t'es tanné de les voir, tu les enlèves. Hop là! Tandis qu'une sculpture intégrée à quelque part dans un palais de justice comme celui de Québec ou je sais pas quoi, je veux dire, c'est vraiment pas faisable, même si c'est... Non, non, ok, j'ai rien dit. En tout cas, je veux dire, j'aimerais qu'on puisse voir de quoi il est question là-dedans. Je veux dire, je tiens pas à voir nécessairement des spectacles de danse
avec les faits salaires, pas de décor, pas de costume, etc. Mais les œuvres de 1%, c'est des choses qui sont là pour longtemps. Et, en tout cas, mon expérience me dit que chaque fois que les gens en voient une devant un hôpital, devant une école ou devant un palais de justice, la plupart du temps, ils font « C'est quoi ça? Avec comme un doute sur... Il y en a quelques-unes qui suscitent l'admiration, mais c'est... En général, les gens vont se poser des sacrées questions. C'est peut-être une fois sur 10. Les autres fois, ils vont faire « ha, ha, ha » ou ben non, ils vont dire « C'est quoi ça? » Tu sais, Mais les gens vont avoir peur d'avoir l'air con. Donc, ils vont dire, OK, c'est de l'art. Oui, c'est de l'art. Oui, c'est ça. Genre. Qu'est-ce que de l'art? Ben là, mon gars, c'est beau. Moi, quand j'étais petit, on parlait des beaux-arts. T'imagines, dire ça aujourd'hui, t'es complètement out, t'es complètement ridicule. Beaux-arts. Hey, wow!